Bonjour et grand merci à l'Académie des sciences d'organiser ce colloque sur l'urgence climatique. Et comme on est aujourd'hui le 8 mars, je n'ai pas pu résister à la tentation de rendre hommage à Eunice Newton-Foote, qui en 1856 est l'une des premières à avoir publié sur les propriétés radiatives du dioxyde de carbone de la vapeur d'eau, en suggérant que leur ajout dans l'atmosphère pouvait contribuer à changer le climat. Donc, dans cette présentation, on va partir du climat actuel, et puis ensuite, les futurs possibles, qui vont notamment dépendre des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, et donc des choix socio-économiques qui sont explorés à l'aide de travaux de construction de scénarios et du résultat de modèles de climat contraints par les observations et contraints par notre compréhension de la réponse du climat. Cette figure du rapport de synthèse du GIEC de 2023 souligne à quel point ces choix vont affecter le degré d'exposition des jeunes générations d'aujourd'hui tout au long de ce siècle à des conditions climatiques différentes. Alors, pour démarrer sur la diapo suivante, si c'est possible de la passer, donc on a vu ce matin, dans la présentation de Christophe Cassou, que les activités humaines sont responsables du réchauffement planétaire, dont le rythme a augmenté sur la dernière décennie, puisque aux ajouts de gaz à effet de serre s'est ajoutée une perte de l'effet masque des particules de pollution. Ces deux facteurs dus à l'influence humaine jouant donc dans le même sens. L'année 2023, pour la première fois, a atteint sur un an un niveau de réchauffement par rapport à 1850-1900, proche de 1,5 degré. On s'attend à ce que d'ici 2030, ce soit une année sur deux, et cela voudra dire au sens climat, c'est-à-dire en moyenne sur une vingtaine d'années, qu'on a atteint ce niveau de réchauffement planétaire, qui est plus prononcé au-dessus des continents que de l'océan, particulièrement prononcé autour de l'Arctique. Donc là, c'est ce qui est observé. Ce qu'on observe également dès aujourd'hui, c'est du fait de ce niveau de réchauffement actuel, une modification des caractéristiques climatiques dans chaque région, dont un ensemble de facteurs climatiques, climat moyen, événements extrêmes, qui sont facteurs d'impact. On observe une généralisation dans toutes les régions du monde d'impacts graves et de pertes et de dommages, montrant les limites à l'adaptation au climat d'aujourd'hui, attribuées au changement climatique dû à l'influence humaine. On a notamment vu les effets sur la biodiversité et les écosystèmes, changement de rythme saisonnier, la phénologie, déplacement d'espèces, mortalité de masse actuellement avec les coraux de la Grande Barrière de Corail ou bien la mortalité croissante des arbres dans les forêts françaises. L'urgence, elle est comprise aussi par rapport au fait qu'on a 3,5 milliards de personnes qui ont très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre historiques et actuelles, et qui vivent dans des contextes hautement vulnérables face au changement climatique. Alors, si on continue en fait à examiner les causes du réchauffement, donc on voit là les émissions de gaz à effet de serre exprimées en CO2 équivalent. C'est bien sûr dominé par l'effet des énergies fossiles. À cela s'ajoute l'effet des changements d'usage des terres, notamment déforestation, destruction de tourbières. Et enfin, les autres gaz à effet de serre, celui qui pèse le plus après le CO2, ce sont les émissions de méthane. Vous voyez, avec cette réactualisation, que les émissions de CO2 issues des énergies fossiles ont encore continué à augmenter jusqu'en 2023. Si l'on regarde les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, vous voyez que les promesses des pays, à elles seules, permettraient une baisse de ces émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 2 à 5% d'ici 2030. Et si les autres engagements de la COP28, notamment de transition hors des énergies fossiles, se réalisent, cela pourrait permettre une baisse d'environ 10% des émissions du secteur des énergies fossiles. Si ces promesses se réalisent, et ces promesses ne sont pas encore à hauteur des enjeux pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, pour limiter les risques liés au climat et limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, avec l'aspiration à le contenir à 1,5 degré. Donc, pour examiner les évolutions futures, on s'appuie sur cette chaîne de causalité, donc les changements sociaux, économiques qui affectent les émissions, et notamment via l'effet de politiques publiques d'atténuation qui ont commencé à porter leurs fruits. On a évité d'émettre de l'ordre de 4 à 8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre en CO2 équivalent par an, notamment par des politiques d'innovation technologique,
d'efficacité de lutte contre la déforestation. Ensuite, la réponse du cycle du carbone aux émissions de gaz à effet de serre, la réponse du climat avec un ensemble de boucles de rétroaction affecte le niveau de réchauffement planétaire et un ensemble d'aléas, de facteurs climatiques générateurs d'impact dépendent immédiatement, mais aussi de manière retardée pour les composantes lentes, l'océan profond, les glaciers, les calottes polaires, de ce niveau de réchauffement planétaire et vont interagir avec l'exposition, la vulnérabilité par rapport à ces aléas pour produire des impacts ou des risques qui peuvent être évités par des actions d'adaptation, sachant qu'actuellement on a plutôt une adaptation réactive après les effets d'événements et des évidences de limites et de maladaptation, c'est-à-dire d'effets indésirables de certaines réponses d'adaptation. Donc, pour évaluer la réponse du climat, on s'appuie notamment sur un ensemble de modèles de climat, ceux développés en France, Météo France, l'Institut Pierre-Simon Laplace, et dans les autres groupes de recherche dans le monde. Depuis la fin des années 1970, à l'aide de ces modèles de climat à base physique, mais qui comportent une représentation simplifiée d'un ensemble de processus, notamment de petite échelle, on a une large plage d'incertitude sur ce qu'on appelle la sensibilité du climat, c'est-à-dire si on double le niveau de CO2 dans l'atmosphère par rapport au climat pré-industriel, à l'équilibre, quel niveau de réchauffement est atteint. Lors du 6e cycle d'évaluation du GIEC, cette plage d'incertitude sur la réponse du climat, vous le voyez à la fin du premier graphe, a été réduite, notamment par la méthode suivante, qui consiste à évaluer chacune des boucles de rétroaction, l'incertitude associée, par les progrès de la compréhension des processus. Et j'ai mis la figure du haut pour souligner à quel point, aujourd'hui, on a encore une incertitude importante sur la réponse nette des nuages, dont on évalue un effet net réchauffant, mais qui est la première source d'incertitude. Et enfin, donc, on utilise cette compréhension des processus, les climats passés, les contraintes issues des observations, pour contraindre la réponse des modèles de climat. Dans le plus récent cycle de comparaison de modèles de climat, qu'on appelle CEMIP6, on a eu la chance d'avoir une très large palette de modèles de climat, certains répondant très peu et d'autres de manière très forte, ce qui a permis de les tester par rapport au climat actuel, par rapport au climat passé, et ce qui a permis d'informer cet exercice pour en contraindre la réponse et donc réduire l'incertitude sur l'évolution future du climat pour un scénario d'émissions donné. Donc les travaux récents confirment cette relation étroite entre le cumul passé, présent et futur des émissions de CO2 et le niveau de réchauffement planétaire. C'est le cumul des émissions de CO2 dues aux activités humaines à venir qui va être l'effet déterminant du niveau de réchauffement à venir. Dans l'état actuel de nos connaissances, si on met les émissions de CO2 des activités humaines à zéro, il n'y a pas de réchauffement supplémentaire avec une incertitude même sur le signe de la réponse. Deuxième question, au-delà de 2050, ce qui n'est pas présenté ici, comme l'a expliqué Gerhard Kriner, on a davantage d'incertitudes sur la réponse naturelle de l'océan, de la végétation et des sols, et de leur capacité à absorber chaque année environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on observe depuis 6 décennies. Au-delà de 2050 et un réchauffement de plus de 2 degrés, il pourrait perdre en efficacité. Dernière chose, cela permet de traduire une cible de réchauffement en marge de manœuvre qui nous reste, un budget carbone résiduel. Si l'on voulait limiter le réchauffement à 1,5 degré, en l'état actuel, on estime que la marge de manœuvre qui nous reste, c'est 250 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire 6 à 7 ans d'émissions au niveau actuel. Ça veut dire inéluctablement, s'il n'y a pas une forte baisse des émissions, la décennie prochaine, on va atteindre puis dépasser ce niveau de réchauffement. Deuxième chose, les infrastructures fossiles existantes et prévues, à elles seules, consommeraient l'intégralité du budget carbone pour contenir le réchauffement sous 2 degrés. Cela pose la question des investissements de nouvelles exploitations d'énergie fossile et leur incompatibilité avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Donc le réchauffement à venir va dépendre des émissions à venir. Pour la modélisation du climat, on retient un petit nombre de scénarios
qui couvre toute la palette de la littérature. Et ensuite, on compare les résultats des modèles de climat contraints par les observations et l'évaluation de la sensibilité du climat. Enfin, on développe des modèles de climat simplifiés, des émulateurs, qu'on peut ensuite utiliser pour classer tous les scénarios socio-économiques, les centaines qui existent et qui sont développés dans le monde. Donc, pour moi, les choses importantes à retenir, c'est on va atteindre sur le scénario intermédiaire en jaune, le plus proche des politiques publiques actuelles mises en œuvre, un niveau de réchauffement d'1,5 degré au cours de la prochaine décennie, puis le dépasser. Si l'on veut revenir en arrière, ce qu'on appelle un overshoot, dépassement et retour, cela pose la question de la plausibilité, de la capacité à enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable. Enfin, aujourd'hui, les scénarios de très fortes émissions, en rouge foncé, sont considérés comme moins plausibles. Néanmoins, pour un scénario intermédiaire, on ne peut pas exclure une réponse forte du climat ou du cycle du carbone, et ça doit être intégré à l'évaluation de risque. Et enfin, en cas de forte baisse des émissions, on aurait des effets discernables par rapport à la variabilité naturelle du climat. On discernerait une stabilisation au bout d'une vingtaine d'années. J'espère que ma communauté, dans une vingtaine d'années, sera comme la communauté qui travaille sur l'ozone stratosphérique et qui observe les signes de récupération. La situation actuelle est déjà une rupture par rapport aux variations passées, vous l'avez vu ce matin. Le niveau de CO2 actuel est inédit sur 3 à peut-être 14 millions d'années. Le niveau de température sort de la plage, reconstruite à l'échelle du siècle, la plus chaude, de la période interglaciaire actuelle. La dernière période interglaciaire précédente n'était pas plus chaude d'1,5 degré que le climat pré-industriel, du fait des changements de l'orbite de la Terre. Limiter le niveau de réchauffement planétaire, c'est aussi rester dans la plage des ampleurs de changements connus à l'échelle des derniers cycles glaciaires interglaciaires, sachant que la situation actuelle en termes de vitesse est inédite, et la vitesse des changements est particulièrement importante, notamment par rapport aux écosystèmes. Aujourd'hui en Europe, les zones agroclimatiques se déplacent d'à peu près 100 km par décennie. Donc chaque incrément de réchauffement supplémentaire au niveau planétaire affecte le climat de chaque région. Ça entraîne des changements dans la température moyenne annuelle. Par exemple, pour 2 degrés de plus au niveau mondial à horizon 2050, ce qui est plausible, en France, ce serait plutôt de l'ordre de 3 degrés de réchauffement. Ça entraîne une intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité, avec des contrastes selon les régions, une incertitude liée aux effets des changements de la circulation atmosphérique qui vont se manifester en plus des tendances dues à l'influence humaine. Et par exemple, la position du courant jet sur l'Atlantique Nord peut exacerber, moduler l'effet des tendances dues à l'influence humaine, à la fois sur le risque de fortes précipitations en hiver et sur le risque de sécheresse en été. Donc les changements de multiples facteurs générateurs d'impact vont s'accroître aussi avec chaque incrément de réchauffement. C'est le cas de la température du jour le plus chaud de l'année. C'est le cas de l'humidité en moyenne annuelle des sols. Toutes les régions au milieu qui apparaissent en orange sont des régions qui vont subir une aridification dans un climat qui se réchauffe. Et même dans les régions qui s'aridifient, un climat plus chaud va permettre à l'atmosphère de contenir plus de vapeur d'eau et d'augmenter l'intensité des pluies records. Donc encore une fois, une intensification du cycle de l'eau, de sa variabilité, des saisons et des événements très humides et très secs. Donc, la compréhension de ces facteurs d'impact aujourd'hui, de leur évolution à l'avenir, il est important de l'intégrer dans la prise de décision et passer d'une adaptation qui est réactive, on est touché par une sécheresse grave et on la gère, à une adaptation qui est proactive, transformatrice, où on s'appuie sur ses connaissances scientifiques, sur les évolutions à venir, et on en tient compte pour avoir des infrastructures, des fonctionnements qui soient résilients dans un climat qui va continuer à changer. Et cela comporte des événements plus intenses, plus fréquents, de nouvelles régions touchées à différents moments de l'année et des nouvelles combinaisons d'événements aujourd'hui très rares et rendues de manière disproportionnellement plus plausible dans un climat futur, par exemple les conditions propices aux incendies. Alors je vais juste parcourir brièvement un ensemble de risques importants liés au niveau de réchauffement planétaire. Par exemple, les risques pour les écosystèmes et la biodiversité qui sont ici représentés
sur la base de la modélisation du pourcentage d'espèces animales exposées à des conditions uniquement de température potentiellement dangereuses. Et on voit une augmentation du nombre d'espèces qui seraient exposées à cela pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Le message important à retenir, c'est protéger les écosystèmes, réduire les autres facteurs de stress, les autres pressions, favoriser les déplacements d'espèces qui sont un vecteur en fait d'adaptation. Si l'on regarde les écosystèmes terrestres, mais aussi les services que ces écosystèmes nous rendent, on voit qu'en fonction du niveau de réchauffement planétaire, on a un certain nombre de risques, les dommages liés aux incendies, la dégradation des sols gelés, la perte de biodiversité, les pénuries d'eau dans les régions arides, ou l'augmentation de la mortalité d'arbres et les pertes de carbone des écosystèmes terrestres, qui augmentent à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et un point important à anticiper, c'est qu'on n'a pas une capacité d'adaptation sans limite. Les contraintes liées aux ressources en eau renouvelables, les contraintes liées à la production de biomasse dans un climat qui se réchauffe, vont s'imposer à nos leviers d'action en termes d'adaptation, en termes aussi de stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'où l'importance de les anticiper pour ne pas créer par nos réponses d'autres formes de crise. On est également devant des risques importants en termes de santé humaine. La figure du haut représente les limites physiologiques du corps humain lorsqu'il est exposé avec une activité physique en extérieur à des conditions très chaudes et très humides. Et le nombre de jours par an, qui est déjà présent dans les régions tropicales, augmente et les régions concernées s'élargissent à mesure du niveau de réchauffement planétaire, avec des implications sur la productivité au travail, les risques pour la santé au travail, mais aussi les revenus de ceux qui travaillent dans le secteur agricole, le secteur du bâtiment, avec des effets complexes sur, par exemple, les revenus et la capacité à acheter son alimentation. Si on regarde la morbidité et la mortalité liées à la chaleur, la France est concernée par une surmortalité importante à chaque vague de chaleur estivale. On voit que les risques dépendent bien sûr du niveau de réchauffement planétaire, mais dépendent aussi de l'investissement dans les stratégies d'adaptation. Donc, à retenir, les investissements dans les systèmes de santé jouent un rôle clé pour limiter les risques. Là, je l'ai illustré avec uniquement les effets de la chaleur extrême, mais on a aussi l'effet de maladies à vecteurs, les effets des déplacements contraints qui jouent aussi sur la santé mentale, qui s'ajoutent à cet effet-là. Et l'action pour le climat, pour limiter le niveau de réchauffement planétaire, pour avoir des villes agréables, des bâtiments agréables, même en cas de forte chaleur, sont des politiques de santé publique. La décarbonation permet aussi d'améliorer la qualité de l'air. C'est une politique de santé publique. Les risques clés concernent aussi la production alimentaire. Et ce que l'on observe, c'est une augmentation des pertes de rendement pour la production de céréales, pour l'élevage, pour le potentiel de prise de pêche, qui augmente à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et donc, comme ça interagit avec les revenus des personnes dans ces régions, on est devant des risques d'augmentation de l'exposition à la malnutrition, qui peut aussi constituer des pièges de pauvreté extrêmement graves. L'insécurité alimentaire ne dépend pas que du niveau de réchauffement planétaire. Elle dépend aussi des choix socio-économiques, de l'évolution de la demande alimentaire et la pression sur les terres, de la préservation du foncier agricole, de la réduction des inégalités et de la capacité d'adaptation, notamment des producteurs. Cela pose la question de la transformation des systèmes alimentaires dans leur ensemble, qui sont vulnérables face à un climat qui se réchauffe et qui pèsent pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans leur ensemble. Tout à l'heure, Annie Cazenave a présenté les projections vis-à-vis de la montée du niveau de la mer qui vont dépendre des émissions de gaz à effet de serre et de l'instabilité des calottes de glace. Je les présente ici à horizon de 2000 et 10 000 ans. Quel est l'héritage que nous voulons laisser ? En fonction du pic de réchauffement que l'on va atteindre, inexorablement, on va acter plusieurs mètres de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles et au-delà. Cela pose la question de l'irréversibilité par rapport aux conséquences des choix que l'on fait maintenant. En Europe, 4 risques clés, les extrêmes chauds pour la santé humaine et les écosystèmes, les pertes de rendement agricole, les situations de pénurie d'eau et un ensemble de risques d'inondation. Et puis pour les Outre-mer,
On a un ensemble d'autres risques qui sont liés par exemple à l'absence de stockage important pour l'eau potable, comme on l'a vu à Mayotte récemment. Ça pose aussi la question des mécanismes de solidarité, l'élargissement par exemple de la sécurité sociale à l'adaptation, qui est un moteur clé en fait, avec la mutualisation de risques, des capacités de résilience. Se préparer à un climat qui change, on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas simplement anticiper le climat moyen, c'est anticiper des éventualités de probabilités d'occurrence inconnues ou faibles, mais dont les impacts seraient considérables, en cas de forte réponse du climat ou des écosystèmes, en cas de point de bascule, se préparer aussi à une succession possible de grosses éruptions volcaniques, et notamment pour les infrastructures critiques, il est essentiel de les intégrer à l'anticipation et à l'analyse des risques. Pour terminer, l'adaptation, elle est indispensable, mais les options d'adaptation se réduisent dans un climat qui se réchauffe. Limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible, c'est essentiel pour limiter l'escalade des risques, les coûts de l'adaptation, les pertes et dommages. Et pour cela, on a un potentiel technique aujourd'hui permettant de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre avec 3 grands volets: l'innovation technologique, la maîtrise de la demande, sobriété et efficacité, et les solutions qui s'appuient sur les écosystèmes. Mais cela pose des questions de mise en œuvre, de réorientation, de mobilisation de financement, de transformation qui soit juste et qui intègre adaptation et atténuation. Donc oui, il y a urgence parce qu'on est devant une fenêtre étroite d'opportunités pour construire un développement qui soit résilient face au climat et qui aille vers la neutralité carbone. Merci. Merci Valérie. Bon, on n'a pas énormément de temps pour des questions, il y en a quand même pas mal. On pourra les passer s'il faut. Alors, je vais passer vite la première. La démographie n'est pas citée dans les présentations alors qu'il semble évident que c'est un facteur sur le climat qui peut être très important. Doit-on comprendre que nous considérons que nous ne pouvons pas agir sur ce paramètre ? C'est intégré dans les différents scénarios socio-économiques et ceux qui permettent de limiter le plus les émissions de gaz à effet de serre sont ceux qui mettent l'accent sur toutes les dimensions de soutenabilité, notamment l'accès à l'éducation, l'accès au système de santé, qui sont une des conditions clés pour maîtriser l'évolution démographique. Merci. Alors, je vais essayer d'en poser 2 autres. Juste une question purement technique. Le CO2 n'a-t-il pas un effet positif sur les rendements agricoles ? Bon, je crois que ce matin, on avait abordé un peu la question sur la végétation. Donc, est-ce qu'il y a des bons côtés, finalement ? Donc, les effets positifs, c'est CO2, photosynthèse, allongement de la saison de croissance. Mais les effets négatifs, notamment stress thermique, stress hydrique, dominent en fait dans notamment les chocs récents de rendement qui ont été observés. Rendement pour la production, par exemple, de céréales, mais aussi accroissement des forêts en France. Alors, tu as parlé à un moment donné de revenir en arrière. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste et pas bien plus compliqué que de faire l'effort de limiter nos émissions de CO2 dès à présent ? Oui, ça pose la question, et j'ai peu abordé ce point-là, ça pose une question profonde de plausibilité des différents scénarios. Théoriquement, rajouter dans un calcul une partie importante d'élimination de CO2, c'est pas très compliqué, mais dans la réalité, ça pose en fait beaucoup de questions de faisabilité, de limites, de conditions de mise en œuvre, y compris par exemple l'énergie bas carbone disponible pour décarboner des activités ou pour ce type d'approche. Et donc, il y a certainement des limites. Le Haut Conseil climat les a mentionnées dans un avis qui a été rendu cet automne, dans le contexte français. Bon, comme tu es très très rapide dans la réponse à tes questions, j'en pose une dernière. Quelle est la contribution de la mauvaise connaissance des nuages sur l'incertitude des prédictions et est-elle importante ? C'est un point extrêmement important et dans la salle, il y a par exemple Sandrine Bonny qui en est une grande spécialiste et je serais idéal qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet. C'est une des priorités de recherche, notamment du Programme mondial d'études du climat, à travers plusieurs pistes, notamment l'amélioration des observations de leurs propriétés optiques, des interactions avec les aérosols, l'amélioration aussi avec des modèles de climat à petite échelle qui résolvent les nuages, la possibilité d'aller à des modèles à très haute résolution et ce qu'on peut intégrer comme source de connaissances pour contraindre la réponse des nuages. Mais c'est une recherche qui prendra du temps, qui est une recherche de fond. Merci mille fois Merci. Valérie. Françoise.